Lorsqu'Apple a sorti en 2020 ses MacBooks avec ses puces Apple Silicon, avec son MacBook Air M1, Apple a révolutionné le marché des PC. 6 ans plus tard, Apple a pris une avance monstrueuse dans ce segment, avec des machines plus puissantes que jamais, à des prix assez contenus et faites pour la productivité, avec une cible claire, les créateurs, mais aussi toute personne n'ayant pas besoin d'une machine pour jouer. Je dois admettre que 6 ans plus tard, j'ai pu essayer de nombreux PC entre-temps, et peu à gamme de prix égale arrivent aux performances d'un MacBook. Et cette année, Apple a surpris tout son monde en sortant le MacBook Neo, un MacBook se voulant encore plus grand public, avec des concessions, et surtout un prix de seulement 699 €. Ce qui, il faut le souligner, chez Apple est plutôt rare de sortir des produits aussi accessibles. Certes, au prix de 699 €, on a un MacBook qui va à l'essentiel, peut-être trop sur certains points, mais fait bien mieux et plus que ce que j'imaginais sur d'autres. On va voir ensemble pour qui est fait ce MacBook. J'ai ma petite idée dessus, mais on en parle dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. Premièrement, quand on prend ce MacBook Neo, on pourrait penser et se dire qu'Apple nous aurait vendu un MacBook au rabais sur les matériaux, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. On retrouve ce châssis unibody en aluminium avec des coloris bien évidemment différents de ce qu'Apple propose pour ses MacBook Air. Perso, moi j'ai pris la couleur rose qui rend vraiment bien et était moins flashy aussi que la jaune. On a donc droit à un vrai MacBook de l'extérieur et surtout les autres couleurs c'était du gris ou du bleu qu'on a déjà vu, donc je voulais prendre une couleur qui était quand même un petit peu différente. C'est bien fini, c'est robuste et surtout ça fait pas cheap. Alors évidemment le design ne fait pas tout, mais il faut quand même constater que ce design est réussi et reste cohérent avec toute la gamme. Pour le clavier, on a un clavier pour ma part un petit peu moins premium que sur les MacBook Air je trouve. Les touches font un petit peu plastique, un peu plus simple, mais ça c'est vraiment mon ressenti. Ça reste quand même efficace et propre, mais sur cette partie, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est là où c'est un petit peu moins premium. Au niveau du clavier en lui-même, sinon j'ai pas grand chose à dire, c'est du Apple, donc c'est pas spécialement ce que je préfère, mais ça fait largement le taf. Par contre, et ça c'est une vraie bonne surprise, c'est le trackpad. On a exactement le même ressenti que sur les MacBook Air ou Pro, c'est vraiment très agréable et pas de décision bizarre aussi de le décaler à gauche ou à droite. Il est bien centré, donc on n'est pas du tout perdu. Mais surtout, comme je le dis, le trackpad sur un PC, c'est une question de feeling, c'est une extension de nos doigts. Et je dois être très sincère, j'ai trouvé quasiment aucun PC avec ce feeling au trackpad, peut-être les Razer, mais les MacBook, ils gardent vraiment une longueur d'avance. C'est vraiment fluide et réactif aux doigts. Et je trouve que beaucoup de constructeurs négligent un peu leur trackpad, mais c'est bien simple, il n'y a qu'avec les MacBook que je ne ressens pas le besoin de connecter une souris, ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres PC sur Windows. Et je tiens aussi à préciser, parce que j'ai vu cette question un petit peu partout, on peut bien cliquer physiquement sur le trackpad ou juste tapoter pour cliquer comme sur tous les MacBooks. Par contre, je trouve ça quand même mesquin de la part d'Apple d'avoir décidé de mettre Touch ID et un clavier rétro-éclairé seulement sur la version 512 Go et non la 256 Go, version que moi j'ai prise ici. J'ai donc pas Touch ID et pas de clavier rétro-éclairé. Je trouve ça quand même petit de la part d'Apple personnellement. Je pense pas que ces ajouts auraient drastiquement fait monter la note chez Apple, donc c'est quand même assez dommage. Surtout Touch ID, moi je trouve que c'est quand même pratique dans plein de cas, mais bon, on connaît les méthodes d'Apple pour nous faire toujours réfléchir à prendre le modèle toujours un petit peu plus cher. Donc voilà. Perso, moi j'ai voulu tester la version de base parce que je sais que c'est sur cette version que beaucoup de gens vont se diriger. Donc voilà. Du fait de ces 13 pouces, on a également un MacBook assez léger et très facilement transportable partout où on va. Ça se met facilement dans son sac à dos. Du côté des connectiques, on est sur 2 ports USB, dont un port USB 2.0, ce qui est vraiment dommage et un choix un petit peu bizarre, je trouve. Certes, c'est le port que je vais conseiller pour utiliser la charge. Et d'ailleurs, même Apple lance une petite pop-up pour nous prévenir que c'est pas le port le plus rapide. C'est un peu dommage, mais au vu de la cible, je peux quand même comprendre ce choix. Le deuxième port, c'est un port USB 3.0 qui est assez rapide et efficace. Par contre, pas de port de carte SD. Et je vais vous surprendre, mais sur ce point, ça me choque pas du tout. Parce que la cible n'est pas pour moi les créatifs ou les personnes qui ont vraiment un besoin spécifique de devoir utiliser des cartes SD. Au niveau du son, j'ai été agréablement surpris. On n'est évidemment pas du tout au niveau d'un MacBook Air et encore moins d'un MacBook Pro, mais il est plutôt agréable. Même si ça manque légèrement de basse, ça reste quand même très agréable pour regarder du contenu ou écouter de la musique. Dernier point aussi un peu dommage, on est sur du Wi-Fi 6E et non du Wi-Fi 7. Donc ça c'est aussi un petit peu dommage.
Et un autre point où je pensais qu'Apple allait faire des concessions, c'était sur l'écran. Et encore une fois, je me suis trompé. On est sur un super bel écran. Pour moi, c'est le même écran que sur mon MacBook Air M2. Pour être franc, je vois pas de différence. Il est peut-être un peu moins lumineux, mais au niveau des couleurs et de la résolution, pour moi, j'avais l'impression que c'est pareil. Alors oui, on n'a pas de capteur True Tone, ce qui est dommage, mais économie oblige. Apple a fait ce choix. Sur l'écran lui-même, on ne retrouve pas d'encoche, donc ça, moi j'en suis plutôt content, même si les bordures sont quand même un petit peu épaisses, même voire vachement épaisses. C'est un peu dommage, mais encore une fois, je peux comprendre sur des milieux ou entrée de gamme, c'est quand même assez rare d'avoir des écrans avec des bordures très très fines. Mais sincèrement, cet écran m'a surpris parce qu'au niveau calibration, etc., je me suis retrouvé à pouvoir retoucher des photos sans me soucier des couleurs. C'est donc un très très bon point et Apple n'a donc pas rogné sur cette partie pour nous offrir encore quelque chose de très bon. Évidemment, on a un écran 60 Hz, mais ça, je ne m'attendais pas à plus que ça. Mais encore une fois, moi qui crée pas mal de contenu, cet écran, ça fait vraiment un excellent job. Et c'est vraiment au niveau d'un MacBook Air. C'est agréable pour regarder des vidéos, travailler ses photos, etc. Et dernier point, sur cet écran, on a une webcam qui n'est ni bonne ni mauvaise. Elle fait l'affaire pour des calls ou ce genre de choses, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas non plus de cadre centré, mais ça, perso, moi, c'est pas très grave pour moi. Le son aussi des micros est plutôt bon, on se comprend, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et c'est donc ici qu'on se dit qu'Apple a fait les plus grosses concessions. Je vais vous dire oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce que clairement, on est sur une puce héritée de l'iPhone 16 Pro, avec la puce A18 Pro, qui faisait parfaitement le job pour un iPhone. Mais la question qu'on allait se poser, c'est de savoir comment ça réagirait sur un MacBook, surtout quand on sait que la version basique se contente seulement de 8 Go de RAM. Donc sur ce point, Apple a clairement fait des concessions, c'est clair et net. Mais ce qu'il y a avec Apple, c'est que leur optimisation logicielle fait partie des meilleures du marché, si ce n'est la meilleure. Et Apple a réussi le tour de maître de faire en sorte qu'on ne sente pas dans les tâches quotidiennes qu'on a une puce moins puissante et que 8 Go de RAM. Je l'ai utilisé pour écrire mes scripts, naviguer, regarder des vidéos. J'ai ouvert plein d'applications en même temps, avec notamment Lightroom et Premiere Pro, donc c'est bien gourmand. Apple Mac qui continuait de tourner, mais parfaitement, vraiment. Aucun ralentissement, aucun bug. C'était vraiment bluffant. J'ai testé récemment des PC à plus de 1000 € et ils n'ouvraient pas aussi facilement et surtout pas aussi vite mes applications, notamment Premiere Pro. Je vous promets, c'est vraiment bluffant. Certains PC, lorsque j'ouvre Premiere, je dois vraiment attendre plusieurs secondes, des dizaines de secondes. Et encore, une fois mon projet ouvert, je dois encore attendre 30, 40 secondes, voire une minute pour pouvoir lancer la lecture du projet. Sinon, ça va ralentir, ça va complètement bugger. On va avoir la petite souris qui va commencer à tourner. Donc, c'est vraiment pas idéal certaines fois. Avec le Mac, j'ai rien eu de tout ça. Alors évidemment, vous me connaissez, j'ai quand même essayé de monter avec Premiere Pro. Donc attention, c'est pas une application maison d'Apple, mais comme je vous l'ai dit, ça s'ouvre, mais presque quasiment instantanément. Mais une fois dedans, ça devient quand même un peu plus compliqué. Pour du montage très bref et court pour des réels, ça peut faire le job, mais ce ne sera pas super fluide, je ne vais pas vous dire le contraire. La timeline va avoir tendance à saccader un petit peu et assez rapidement. La lecture n'est pas tout à fait fluide, qu'on soit en 1/8 ou en intégrale. Après, forcément, je m'y attendais et c'est assez normal, tant Premiere Pro est gourmand en ressources. Et surtout, encore une fois, ce MacBook ne vise pas les créateurs de contenu. Ça reste possible à faire, mais c'est pas super confortable. J'ai également fait l'export de mon réel unboxing de ce MacBook dessus. Ça s'est fait quand même assez rapidement et j'ai pu continuer à faire d'autres tâches dessus sans que ça ralentisse. Par contre, Lightroom, j'ai eu absolument aucun souci. Ça tournait parfaitement et c'était vraiment très fluide. J'ai pu retoucher mes photos, créer des masques avec IA, etc. et ça tournait parfaitement. J'ai vu chez certains qu'avec Final Cut, c'était possible de faire du montage, ce qui peut me paraître un petit peu plus possible, comme c'est une application de chez Apple. Mais sincèrement, je suis vraiment bluffé et même si je savais que Premiere Pro n'allait pas être le plus optimisé, je ne m'attendais pas à ce que ça tourne déjà dessus et que ça s'ouvre surtout aussi rapidement. Et au-delà des performances aussi, c'est l'optimisation que je tiens à souligner. Apple a fait un travail monstrueux là-dessus et il faut savoir le dire et le reconnaître, même avec des machines qui sur le papier ne présagent pas des performances au top, Apple arrive toujours à nous donner la sensation d'une fluidité dans l'interface et dans les interactions. Par contre, un point que je tiens quand même à signaler, c'est que sur les 256 Go de mémoire, comptez que vous aurez 190-195 Go de mémoire, donc ça peut rapidement nous faire manquer de mémoire. Hormis ça, on a une vraie continuité avec tous nos appareils Apple et c'est super bien interconnecté, bref, du Apple quoi. Et dernier point, avant que j'oublie aussi, c'est la chauffe. J'en ai tout simplement pas ressenti. Donc encore une fois, je vous le dis toujours, les chiffres ne font pas tout, mais l'optimisation, oui. Pour ce qui est de l'autonomie, pour moi, c'est probablement son plus gros point faible. Ça reste certes plutôt bon dans l'ensemble, mais en utilisation intensive, je pense qu'il vaut quand même mieux toujours avoir un chargeur avec soi. On tient une bonne journée de travail dessus, mais il faudra recharger au bout de la journée, voire avant selon les utilisations. Par contre, la charge, c'est vraiment très lent. On est environ 2h30, voire 3 heures pour recharger entièrement.
c'est vraiment super long. Et ça, c'est dû au fait que la charge est seulement de 20 watts. C'est pour moi le plus gros point noir de ce MacBook Neo. Ok, faut faire des concessions, mais là c'est quand même un petit peu trop et c'est dommage parce que c'est vraiment son gros point faible. On n'a pas non plus MagSafe, mais ça je peux quand même le comprendre. Ça se charge par port USB-C, donc ça marche aussi. Alors vous vous demandez sûrement qui est la cible de ce MacBook Neo. On parle beaucoup des étudiants et oui, ils font partie des cibles principales, mais je pense qu'il y a une autre cible recherchée par Apple avec ce MacBook Neo. Ce sont les personnes qui ne savent pas s'ils doivent choisir entre un iPad ou un Mac dans un budget restreint. Certaines personnes, dont moi, n'ont pas spécialement besoin d'un iPad pour tout ce qui concerne le dessin, le pencil, etc. Moi, personnellement, j'ai un iPad Pro, mais j'utilise uniquement comme prompteur ou pour faire de la retouche légèrement. Donc, j'ai pas de besoin spécifique, mais j'aime bien pouvoir avoir un appareil léger qui puisse me permettre d'être transporté partout et pouvoir prendre des notes, faire de la retouche photo, etc. comme je viens de vous le dire. Et ce MacBook Neo est pour moi exactement dans ce cœur de cible. On a une sorte d'iPad, mais en format MacBook, sans l'écran tactile. Évidemment, les étudiants sont visés, surtout avec le prix éducation où ce MacBook revient à seulement 599 €, ce qui sincèrement à ce prix-là écrase toute la concurrence. Et pour en terminer avec la cible, donc comme je vous le dis, pour moi ce sont ceux qui hésitent entre un iPad ou un MacBook, parce qu'un iPad, que ce soit Air ou Pro, ça peut vite chiffrer quand on veut l'accessoiriser, que ce soit avec un clavier, avec un pencil et tout ça et tout ça. Ici, avec ce MacBook Neo, pas besoin d'accessoiriser, on a directement notre clavier et on peut faire ce qu'on veut. Voilà, dites-moi si vous aussi vous pensez que la cible d'Apple est ceux qui hésitent entre un iPad ou un MacBook. C'était mon retour sur ce MacBook Neo qui, encore une fois, m'a plus que convaincu et surpris et que je ne peux que vous recommander. Je vous mets d'ailleurs des liens affiliés dans la description, ça vous permet de soutenir la chaîne tout en vous faisant plaisir. N'oubliez pas aussi de partager, commenter, liker et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.